En ce moment même, dans un coin où le soleil n'est plus qu'une étincelle froide suspendue dans la noirceur, une vieille machine lutte pour éviter de disparaître. Il a été construit avant l'existence du premier microprocesseur domestique et encore avancé, lancé dans une nuit éternelle à une vitesse impossible à imaginer. Mais quelque chose compte rarement. Le vaisseau est aveugle, et pas par accident, mais par décision humaine. Il y a quelques décennies, les ingénieurs ont envoyé un ordre qui sonne aujourd'hui sur la tragédie classique: mettre leur caméra dehors pour toujours, pour la condamner à ne plus jamais regarder. Mais avant ce dernier silence, ils exigeaient un dernier geste, un acte presque difficile. Ils l'ont forcé à tourner, à forcer ses articulations fatigantes et à regarder en arrière son lieu de départ. Ce qu'elle a capturé à ce moment n'était pas seulement une image. C'était une faille dans notre façon de tout comprendre. Pendant cette brève période, la sonde a enregistré plus qu'un adieu visuel. C'était une erreur, ou peut-être une révélation anticipée à son époque. Une vérité que la science à l'époque n'était pas prête à accepter. Et la question est restée flottante à partir de cette époque, inconfortable et persistante. Pourquoi évacuer les yeux de notre éclaireur le plus éloigné comme je le voyais le plus? Aujourd'hui, des dizaines d'années plus tard, les données qui continuent de provenir des frontières du système solaire laissent entendre que cet adieu n'était pas une fin, mais le début de quelque chose de beaucoup plus inquiétant. Un lien surprenant entre les limites de notre galaxie et les phénomènes que nous avons à peine commencé à ressentir au sujet de notre propre planète. Qu'avez-vous eu après ce dernier coup d'œil? Qu'est-ce qui reste caché dans le bruit de ces transmissions? Sommes-nous vraiment ce moka insignifiant perdu dans l'immensité ou quelque chose de bien plus grand? Pour comprendre cela, nous devons regarder à l'intérieur du vaisseau lui-même. Parce que Voyager 1 ne pense pas comme nous, même pas comme un appareil moderne. Son esprit est un système primitif, à peine 68 kilobytes de mémoire totale, sauf le poids numérique d'un simple emoji. C'est ainsi qu'elle navigue dans un vide absolu depuis des décennies et défie chaque pronostic. Nous explorons l'infini avec la puissance d'une calculatrice. Et même ainsi, cette relique technologique fonctionne comme si elle refusait d'accepter les lois que nous pensions immuables. Son code, écrit dans une langue qui aujourd'hui défie l'archéologie, ne peut être compris que par une poignée d'ingénieurs vétérans, gardiens d'une connaissance qui sort avec le temps, comme le navire lui-même. Chaque fois que Voyager parle, nous devons creuser de vieux manuels, pages jaunâtres qui semblent plus reliques que des instructions. C'est comme si la communication avec elle était en fait un dialogue avec le passé. Et pourtant elle est toujours là. Comme un scout qui sait qu'elle ne reviendra pas mais envoie des messages aussi longtemps qu'elle a un fil de voix. Parce que parfois, entre les données et les équations, quelque chose reste caché. Quelque chose qui ne convient pas à nos lois. Quelque chose que nous n'avons peut-être jamais voulu voir. Heureusement, quelqu'un semble toujours prêt à enfreindre les règles. Quelqu'un qui nous force à regarder où personne ne veut regarder. L'un d'eux était Carl Sagan. L'histoire officielle la présente comme un geste poétique, une simple photo de famille prise aux confins du système solaire. Mais la vérité en est une autre. C'était une bataille silencieuse, longue et presque inconfortable. 8 années d'insistance contre un mécanisme institutionnel qui ne voyait aucun sens dans cette tentative. Au sein de la NASA, beaucoup ont été clairs à ce sujet. Photographier la Terre de si loin était un luxe inutile. Un caprice sans données. Il n'y a pas de science à un point de lumière, répétait-il. Mais le problème n'était pas seulement idéologique. Il était physicien. Dangerous real. Les caméras du Voyager n'ont pas été construites pour quelque chose comme ça. Ils étaient vieux, fragiles et à propos de capteurs primitifs. En essayant de capturer la Terre, le navire devrait pagayer avec son regard la lumière du soleil. Une erreur de calcul, une seconde de plus, et tout aurait été fini.
Il s'agissait de forcer quelqu'un à regarder une éclipse avec ses yeux non protégés. Pourtant, ils l'ont fait. Ils ont conçu une chorégraphie millimétrique, une séquence de commandes qui borde les frontières de sécurité du navire. Ils ne signalaient pas seulement une caméra, ils forçaient la machine à se rappeler d'où elle venait, pour regarder son origine pour la dernière fois. Et puis quelque chose d'inattendu est arrivé. L'image n'a pas seulement montré la Terre, il a révélé une anomalie, un motif dans la lumière, une symétrie qui n'aurait pas dû être là. Pendant des années, il a été archivé comme un défaut, une imperfection du système optique. Encore un échec dans une vieille technologie. Mais le temps change le sens des erreurs. Aujourd'hui, des décennies plus tard, cette imperfection commence à s'adapter aux signes détectés par l'observatoire Vera-Rubin. C'est troublant, écho suggérant que cette image contenait plus d'informations que quiconque savait lire à l'époque. Et quelque chose est encore plus troublant. Voyager ne pouvait pas enregistrer d'images comme n'importe quel appareil moderne. Chaque figure était un acte fragile. Chaque capture, un pari. L'information a été enregistrée sur une bande magnétique, un mécanisme presque anachronique même pour son temps. Une bande qui tournait dans le vide depuis des années, exposée à une usure invisible de l'espace. Si j'avais échoué, il n'y aurait pas de seconde chance. Un seul raccourci, 1 millimètre hors de la place, et le dernier regard de l'humanité aurait été perdu pour toujours, purifié avant même qu'il n'existe. C'était le niveau de risque. Un moteur conçu dans les années 70 fonctionnant des milliards de miles, tenant le poids symbolique d'une espèce entière qui voulait être vue de l'extérieur pour la première fois. Et pourtant ça a marché. C'est peut-être pour ça que c'est si déconcertant de les regarder avec perspective. Aujourd'hui, dans un monde incapable de s'entendre sur les sens, il est difficile de comprendre comment nous étions capables de quelque chose comme ça. Envoyer un message à l'océan cosmique sans garantie. Pas sûr. J'espère qu'un jour quelqu'un comprendra. Parce que cette image, cette tache bleue, n'était pas la fin de l'histoire. C'était le début d'un autre. Les caméras avec leurs technologies obsolètes ne capturent pas les pixels comme nous les connaissons. Ils ont traduit la lumière en signes bruts et imparfaits. Et quelque chose de crucial est arrivé à cette imperfection. La brillance du soleil a saturé le système, générant des faisceaux de lumière qui pendant des décennies ont été considérés comme du bruit. Des ordures visuelles. Ils ne l'étaient pas. Aujourd'hui, nous savons que ces traces contiennent des informations, des empreintes digitales, fragments d'un environnement invisible que le navire commençait à traverser. Sans le savoir, Voyager ne nous a pas juste photographiés. Il a photographié le médium dans lequel nous avons flotté. L'erreur est devenue découverte. Et au fur et à mesure que le navire s'éloignait, alors que nous abandonnions progressivement l'influence de la Terre, nous commencions à découvrir quelque chose d'aussi troublant ici. Cette gravité, cette constante que nous pensions absolue, n'est peut-être pas si mauvaise. Des recherches récentes, comme celle d'Alessandro Ford et Petar Grisovich, ont révélé des anomalies sous la glace antarctique. Pas avec des télescopes, mais l'écoute de la Terre. Analyser comment les tremblements de terre traversent leur intérieur, comme si la planète avait caché une cicatrice invisible. Une perturbation, un vide, un endroit où les règles semblent changer. Et puis la question cesse d'être inconfortable pour devenir inévitable. Si quelque chose ne convient pas au bord du système solaire. Et ici, sous nos pieds, ni. Qu'est-ce qu'on essaie de découvrir? Sous des kilomètres de glace, dans le silence absolu de l'Antarctique, les scientifiques ont trouvé quelque chose d'impossible à ignorer, une absence. Ce n'est pas une fissure. Ce n'est pas une grotte, c'est un manque de masse. C'est comme si un fragment invisible avait été arraché de sa terre intérieure.
Une anomalie qui n'est pas vue mais qui sent comment la gravité se comporte dans cette région. Une irrégularité qui nous force à reproposer quelque chose que nous avons toujours mis en fait, que la gravité est constante. Mais peut-être pas. Si notre propre planète peut être déformée, agitée et variée, que se passe-t-il alors au vide spatial? Là-bas, le voyager répond tranquillement depuis des décennies. Et ce que vous dites ne correspond pas à nos équations. Selon les lois d'Isaac Newton, sa vitesse devrait être réduite de manière précise et prévisible. Selon Albert Einstein, sa position spatiale devrait aussi être exacte. Mais ça ne l'est pas. Le vaisseau est un peu en retard. Juste quelques milliers de kilomètres. Un murmure en termes cosmiques. Mais constant. Persist anti. Comme si quelque chose la retenait d'un endroit qu'on ne voit pas. Cette inadéquation a reçu un nom presque innocent, l'anomalie. Mais les explications que vous essayez de contenir ne le sont pas. Certains physiciens pointent sur la matière noire, cette composante invisible que nous croyons remplit l'univers, comme si voyager traversait une sorte de brouillard gravitationnel. D'autres vont loin. Ils suggèrent qu'à ces distances, la gravité elle-même pourrait changer, que la constante que nous utilisons pour mesurer l'univers n'est pas constante du tout, que nous utilisons des règles strictes pour décrire quelque chose qui circule réellement. Et si c'est vrai, alors notre carte du cosmos n'est pas incomplète. C'est mauvais. Pour vérifier, il nous faut plus qu'une relique des années 1970. Il nous faut de nouveaux yeux. C'est là que va l'observatoire Vera-Rubin. En 2026, ces instruments détectent des phénomènes que voyager ne peut voir que ressentir. Alors que la sonde indique des changements dans la densité plasmatique, le gaz ionisé qui remplit l'espace, l'observatoire détecte des distorsions de la lumière là où il ne devrait y avoir rien. Vers gravitationnel sans source visible. C'est comme si le vide avait du poids. Comme si l'espace n'était pas vide. Et une anomalie encore plus troublante apparaît au milieu de tout cela, l'axe du mal. Un alignement étrange au fond du micro-ondes cosmique qui suggère que l'univers pourrait avoir une structure, une direction préférée. Une sorte de colonne invisible. Et voyager, par pure coïncidence, ou peut-être pas, semble se déplacer à travers elle. Chaque nuit, Vera-Rubin génère des centaines de milliers d'alertes. Des signes, des événements, petites fissures dans l'idée d'un univers uniforme. C'est comme si le cosmos allait arrêter de se comporter comme on s'y attendait. Comme si on était dans un ruisseau. Et voyager était la seule bouée à dériver, à mesurer ce qu'on ne comprend pas. Mais quelque chose est plus urgent que tout ça. L'heure. Parce que le vaisseau ne s'arrête pas. Ceux qui savent comment la comprendre le font aussi. Les ingénieurs qui l'ont conçu appartiennent à un autre âge. Beaucoup sont partis. D'autres survivent comme les derniers traducteurs d'une langue oubliée. Chaque fois que le navire échoue, nous devons leur recourir, leur mémoire, leur façon de penser il y a un demi-siècle. C'est une race inégale. La machine est vieille, et ses interprètes aussi. Et pendant que quelque chose se brise à l'intérieur, sans une protection suffisante contre les rayons cosmiques, la mémoire du navire est dégradée. Les morceaux changent. Ils investissent. Ils sont corrompus. Parfois, ce que vous envoyez n'est pas une télémétrie claire, mais des fragments mélangés, actuellement entrelacés avec des souvenirs d'il y a des décennies. Comme si je rêvais. Comme si son passé et son présent se fondaient dans un seul message impossible à comprendre. Un esprit de silicium perdant cohérence dans les limites du système solaire. Ou peut-être, essayer de dire quelque chose avant qu'elle ne disparaisse. Parce que peut-être, à ce bruit, à ces erreurs, à cette apparente confusion, une piste sera cachée. Une nouvelle façon de comprendre la physique.
1 ou l'Antarctique, la Terre et le bord du système solaire ne sont pas des scénarios séparés, mais des nœuds du même réseau invisible. Un réseau qui nous intéressait à peine. Et ça, jusqu'ici, elle était toujours là. Mais il y a un facteur qui convertit toute tentative de réparation en quelque chose de presque désespéré, la vitesse de la lumière. Aujourd'hui, voyager un nez si loin qu'un ordre envoyé de la Terre prend environ une journée entière pour l'atteindre. Et puis nous devons en avoir un autre pour comprendre si elle a répondu ou si le message a été silencieux pour toujours. Ça fait environ 2 jours. 2 jours dans les laboratoires de la NASA, personne ne peut faire autre chose que attendre. Regardez les écrans immobiles. Croyez que chaque instruction, écrite dans une ancienne langue presque oubliée, ne contient pas une seule erreur. Parce qu'un mauvais morceau ne va pas mieux. Ça ne recommence pas. Pas de pardon. C'est comme parler à un fantôme qui répond 45 heures plus tard. Je suis en vie. Ou elle ne répond plus jamais. Et alors que cette conversation impossible continue, ici sur Terre, quelque chose de troublant commence à se produire. En Antarctique, la gravité ne se comporte pas comme elle devrait. Ce n'est pas constant. Ce n'est pas un uniforme. C'est irrégulier. Comme si le tissu même de l'espace, le temps avait des plis. Et ce lien avec quelque chose qui s'est passé longtemps plus tôt à ce dernier regard sur Voyager. L'image que nous connaissons comme un point bleu pâle n'est pas parfaite. C'est un désastre optique. Distortions, reflexes, saturation. Pendant des années, on pensait que ces défauts n'avaient aucune valeur. Mais ils l'avaient. Pour capturer ce point bleu, la lumière a dû partir de la Terre, traverser le vide et frapper un capteur primitif. Un système analogique qui a traduit cet impact en un signe imparfait. Et quelque chose d'inattendu est apparu dans cette imperfection. L'intensité lumineuse était supérieure à ce que dictaient les modèles. Un petit excès, environ 12%. Ça suffit pour ouvrir un doute. Aujourd'hui, de nouvelles interprétations visent la rétrodispersion en particules de poudre interstellaire. C'est comme si cette vide entre nous et le vaisseau était pleine d'autre chose. Quelque chose qui interagit avec la lumière. Quelque chose qui laisse une marque. Le Voyager n'a pas juste photographié la Terre. Il a photographié ce qui se passe entre elle et la Terre. Et alors que ce panneau retournait, il y a des décennies, une autre découverte a commencé à se produire ici. Le satellite GOES de l'Agence spatiale européenne a confirmé que notre planète n'est pas uniforme. Surtout en Antarctique. Là, sous la glace, les masses de matériaux froids s'enfoncent lentement vers l'intérieur à mesure que des courants plus chauds s'élèvent. Un mouvement presque imperceptible mais constant, comme un pot qui bouillit au ralenti. Ce déséquilibre crée un vide gravitant. Un endroit où l'attraction est mineure. Où le niveau de la mer, littéralement, est inférieur à celui du reste de la planète. Et ça change tout. Parce que si la gravité peut déformer ainsi sur Terre, alors nous vivons pas sur une surface stable, mais sur un filet élastique. Un tissu qui coule, s'étire, s'adapte. Pas un tapis lisse, comme Albert Einstein le pensait, mais quelque chose de bien plus dynamique, plus complexe. Et puis la connexion cesse de paraître folle. Le Voyager, alors qu'elle s'éloignait, ne s'échappa pas seulement de la gravité de la Terre. Il a connu ses irrégularités. Il a senti ses bords, ses imperfections. Et c'est peut-être pour ça que son chemin ne convient pas complètement. C'est peut-être pour ça que nos équations commencent à manquer là où on ne peut pas les vérifier. Parce que nous trouvons quelque chose de mal à l'aise. Les lois d'Isaac Newton ne sont pas mauvaises, mais elles ne sont pas complètes. Ce sont des approches. Et pour l'instant, à des milliards de kilomètres de là,
Il y a une vieille machine à moitié aveugle fatiguée qui pourrait indiquer exactement où elle cesse d'être exacte. La science nous a toujours appris que nous sommes un accident cosmique, un point minuscule dans un univers infini et indifférent. Mais des informations récentes du satellite de Plan ont contesté cette idée. Ils ont trouvé un alignement impossible, un motif dans l'ancienne lumière du cosmos qui pointe directement vers le plan de notre système solaire. C'est comme jeter 1 million de pièces en l'air et elles tombent toutes dans une ligne parfaite. Une coïncidence statistiquement impensable. Ce phénomène, baptisé par certains comme l'axe du mal, soulève des questions inquiétantes. Est-ce juste un accident ou notre place dans l'univers est-elle privilégiée ou gardée? Les théories refroidissent. Elle pourrait être un vide local qui déforme la lumière, un univers en forme de toroid qui reflète notre propre image, ou même une physique brisée, où la lumière ne voyage pas de la même façon dans toutes les directions. Ce qui est sûr, c'est que ces résultats nous font repenser notre insignifiance. Le Voyager 1, cette machine 1977 qui flotte aujourd'hui dans l'immensité, suit un chemin passant par l'une des anomalies de l'axe. Leur capteur détecte une augmentation inattendue de la densité des rayons cosmiques, comme s'il touchait un courant invisible dans l'océan de l'espace. Et il y a autre chose, un code caché dans sa mémoire, qui n'a pas été écrit par les humains modernes, a activé un protocole que nous pensions perdu. Le navire survit grâce à ses générateurs de radioisotopes, petits cœurs atomiques qui transforment le déclin de plutonium-238 en la puissance minimale nécessaire pour garder son ordinateur en vie. Chaque seconde qui passe, cette énergie descend, et la NASA a dû mettre des radiateurs, laissant les instruments fonctionner à moins 253 degrés Celsius. À cette température, les circuits devraient manquer, l'acier se brise, mais Voyager continue d'envoyer ses données. Chaque signe est le témoignage d'une machine qui refuse de mourir. En 2012, alors que le navire traverse l'héliopéscence, frontière finale où le vent solaire cède la place à la pression interstellaire, il trouve quelque chose d'inattendu. Un mur plasma qui augmente la densité des particules 40 fois, comme si le système solaire voyageait protégé par une bulle blindée dans un océan hostile. Ces instruments détectent un bourdonnement constant, la musique du vide, mais ce n'est pas uniforme. Sa symétrie, un motif qui pourrait révéler que notre bulle solaire n'est pas orientée au hasard. Si Voyager confirme que le flux de particules change comme prévu, l'univers pourrait avoir une structure à grande échelle qui défie toutes nos lois physiques. En d'autres termes, notre position au cosmos pourrait être écrite à partir du Big Bang. Il y a quelques décennies, le navire a pris son « portrait de famille », un pixel bleu simple, un dernier regard sur la Terre avant de partir pour l'éternité. Ce n'était pas seulement la science. C'était un message, un testament. C'est ce qui reste aujourd'hui. Voyager n'explique pas, mais c'est notre présence physique dans l'espace, portant nos empreintes et notre disque d'or à travers des millénaires. Avec chaque poussière interstellaire, ces sillons qui gardent le son de la pluie, le cri d'un bébé ou la musique de Bach, ils s'épuisent lentement. Un jour, le navire ne sera qu'un bloc de métal lisse, une sculpture anonyme traversant les galaxies, le dernier vestige d'une civilisation qui voulait se souvenir. La question la plus profonde se pose alors. Si vous saviez que vous êtes le dernier message de l'humanité, quelle partie de vous me laisserait survivre 1 million d'années dans le vide? Le Voyager ne nous regarde pas seulement, mais nous représente. Nous sommes un message dans le noir.